Bonjour, bienvenue dans cette émission exceptionnelle sur le site du Crédit Coopératif. Exceptionnelle car elle a lieu dans le cadre de cette 31e rencontre nationale du Crédit Coopératif, ici au Théâtre Mogador à Paris. Exceptionnelle également puisque participative. Vous avez été très nombreux à poser des questions tout au long du mois d'octobre et c'est sur cette base de questions que nous avons construit l'émission que vous allez voir maintenant. Dans cette émission, nous allons prendre le temps d'échanger avec les intervenants de la rencontre de ce matin. Vous pourrez également découvrir les 5 lauréats, les 5 projets lauréats du trophée et des prix de l'initiative de l'économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. Et pour démarrer cette émission, je reçois Jean-Louis Bancel. Bonjour monsieur. Bonjour Edouard. Vous êtes président du groupe Crédit Coopératif. Et que représente pour vous cette rencontre nationale que vous avez voulu, j'insiste, particulièrement participative et interactive ? Eh bien, la rencontre nationale du Crédit Coopératif, c'est toujours un moment fort dans la vie coopérative du Crédit Coopératif. C'est un moment où on donne l'occasion à nos partenaires, à nos sociétaires, à nos clients de se joindre à nous, d'échanger avec nous. Comme je dis, c'est de prendre cet instant qui nous permet d'essayer de comprendre le monde dans lequel chacun d'entre nous agit et le fait bouger, son petit monde ou par répercussion le monde plus large. Et de surcroît, cette année, on a voulu y rajouter une autre dimension parce que une salle, fût-elle grande, et cette année on avait pris une salle un peu plus grande, elle ne peut, elle a ses limites physiques et donc on a fait le choix, comme vous venez de le dire, de recourir aux réseaux sociaux, au système Internet et aux mécanismes modernes, disons, pour élargir le cercle. Et alors, ce qui me paraît important à bien comprendre, à bien retenir de cette rencontre, cette 31e rencontre, c'est que ça a été un très bon cru. Pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup de gens là, juste après la fin des travaux de ce matin. Les gens ont le sentiment qu'on leur a offert un moment exceptionnel. Ils prennent le temps. Je crois que c'est une chose qui est très importante à bien comprendre dans le monde où nous vivons, c'est de prendre le temps de réfléchir. Faire pause dans son quotidien un peu tourmenté. Et moi, je suis très, très fier, je le dis, c'est le mot qui me vient à l'esprit, très heureux que nos invités qui ont pu participer en posant des questions, je crois, aient pu entendre quelqu'un comme M. Yann Algan, un économiste, qui leur a présenté pas mal de chiffres, c'est un économiste, mais qui montre comment se situe la France en matière de confiance, d'avoir le plaisir d'entendre quelqu'un comme Michaela Marzano, pardon, excusez-moi, qui est une philosophe. J'avais lu son livre au moment où il était sorti, j'avais beaucoup apprécié, et qui, elle, était frustrée de n'avoir que 20 minutes pour pouvoir exposer tous ces... Mais, en même temps, donc, avoir toute cette démarche de se poser, de prendre du temps. Deuxième chose pour laquelle je suis content, c'est bien sûr que Michel Barnier, le commissaire européen en charge du marché intérieur, en dépit de l'emploi du temps infernal qu'il a dans les événements que nous vivons, et consacrer du temps en ouverture, non pas en conclusion, mais c'était très bien en ouverture aussi, pour venir nous dire ce qu'il fait au niveau européen pour redonner de la confiance, bien sûr, à l'échelle européenne. Dans mon petit discours d'introduction à Michel Barnier, j'avais utilisé cette image de la boîte de Pandore. J'avais un peu le sentiment que l'Europe a ouvert la boîte de Pandore en laissant, disons pour faire simple, les financiers faire tout ce qu'ils voulaient, peu importe les exemples que j'avais cités. Et c'était ça la question que j'avais adressée à Michel Barnier, c'est mais est-ce qu'au moins au fond de la boîte, comme dans l'histoire de la boîte de Pandore, est-ce qu'il reste encore au moins l'espérance ? Est-ce que vous allez au moins, vous, monsieur le commissaire, nous sortir l'espérance de la boîte ? Et donc, il nous a donné des éléments de réponse. Pour certains, c'est de remettre dans la boîte, d'ailleurs, certains des démons qui en étaient sortis, quand ils nous disent, voilà, maintenant, on va prendre des mesures pénales contre ceux, je vais utiliser ce terme, les flibustiers de la finance ou des choses comme ça. C'est des éléments utiles à entendre. Parce que quand j'en étais et d'autres expliquaient, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça à nous laisser croire que
l'autorégulation des marchés, la déontologie professionnelle, ce soit autre chose que la jungle, la loi de la jungle, eh bien, on a une réponse. Bon, alors, bien sûr, il faut peut-être regretter d'avoir dû attendre d'être arrivé là où nous en étions pour enfin revenir, entre guillemets, à des solutions plus raisonnables. Et puis, il y a eu tous nos intervenants qu'on va entendre là, juste après dans l'émission, hein, donc qui ont chacun apporté leur touche, etc. Alors, c'est toujours très difficile, je ne veux pas donner le sentiment que je veux choisir plus l'un que l'autre, mais bien sûr, les uns et les autres ont apporté des choses. Moi, je voudrais reprendre un mot qui m'a beaucoup plu, parce que j'y tiens beaucoup. Enfin, il y a deux mots qui m'ont beaucoup plu. C'est celui de responsabilité, où Hugues Siby, notre vice-président, a utilisé le mot d'éthique des dirigeants. Vous savez, quand j'ai été élu président du Crédit Coopératif, j'ai dit, c'était mes premiers mots, c'est une position qui oblige à avoir des devoirs, avoir des obligations. C'est pour moi très important. C'est ça la responsabilité. Et puis le deuxième mot que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est Serge Papin, le patron de Système U, qui a utilisé ce mot de bienveillance. Ouais. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un mot que j'utilise plutôt en interne du Crédit Coopératif, que je n'utilise pas toujours à l'extérieur. Et quand par ailleurs on explique que le Crédit Coopératif c'est une banque utile, en fait c'est une mise en œuvre concrète de la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire regarder positivement ce que l'autre propose, ce que l'autre fait. Et c'est le contraire de la démarche de suspicion. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre dans le métier de banquier, c'est quand je prête de l'argent, je ne vends pas. C'est le client qui me fait, d'une certaine façon, l'honneur de bien vouloir chercher de l'argent chez moi. Et donc, si nous commençons à avoir des attitudes qui consistent à dire il veut me piquer mon fric, il va frauder, il ne va pas me le rembourser, ça ne veut pas dire que, et ça revient sur le débat de ce matin, la confiance ne veut pas dire qu'on est benet, mais il faut partir de cette bienveillance qui est de dire, ben oui, c'est intéressant votre idée, votre projet. Alors bon, ça je ne peux pas le faire comme ça parce que la loi, les contraintes fiscales, financières, je ne sais pas, on peut pas faire ça, mais il faut être bienveillant. Puis ça vaut en interne de l'entreprise, c'est faire confiance. Et ça rejoint ce qu'a montré Yann Algan dans les structures où on déconcentre, on délègue, on fait confiance, ben ça fonctionne beaucoup mieux. Ce qui est le cas au Crédit Coopératif. Voilà. Et c'est une bonne transition sur une question que je vais ritualiser durant cette émission. C'est-à-dire que je vais poser cette question-là à chacun des invités. D'accord. Oui. Est-ce que vous auriez quelques mots-clés, alors 2, 3, 4, 1, quelques mots-clés qui vous paraissent indispensables pour restaurer ou pour instaurer la confiance? Alors là, vous avez parlé de responsabilité, d'éthique du dirigeant, vous avez parlé également de bienveillance, donc déjà ça en fait 3, mais vous en avez sûrement d'autres. Ah ben, je peux reprendre en tout cas le triptyque du moment, hein, parce que c'est vrai que je vais continuer sur ce terme de responsabilité. Le mot responsabilité, ça veut dire aussi savoir écouter, évidemment, c'est le premier devoir, la première obligation en tant que banquier. Écouter le client, ses attentes, ses besoins. Mais c'est également parler, hein, parce que les gens viennent à nous, parce qu'ils ont aussi des choses à nous dire, mais ils attendent en retour des choses. Et c'est vrai que dans le climat actuel, je pense qu'être responsable, c'est ne pas tout dire. Et là aussi, je reprendrai ce qu'a dit Madame Marzano. Elle a dit, et ça je crois que c'est très très fort, il ne faut pas confondre transparence et vérité. Oui, il ne faut pas forcément tout dévoiler, tout dire, non, tout donner. Non, parce que on a eu l'occasion, vous avez animé récemment dans le cadre de MyCop un débat sur la confiance, mais là autour des banques, c'était vraiment centré sur les banques. Et aujourd'hui, ce qui était bien d'ailleurs, c'est qu'on a très peu parlé des banques, parce que les banques, c'est pas toute la vie. C'est important, à mes yeux, mais c'est pas toute la vie. Et donc le point, c'est que elle a expliqué que la transparence, ça peut conduire, et on le sait, à une avalanche d'informations. C'est l'information tue l'information, et en fait, ça n'instaure plus du tout la confiance. Et donc, la vérité, c'est autre chose. La vérité,
Alors c'est très compliqué de définir qu'est-ce que c'est que la vérité, mais parce que chacun a sa vérité ou d'autres choses comme ça, mais c'est de savoir dire ce qu'il faut dire et pas forcément tout. Et vous voyez, dans ce débat que vous animiez l'autre jour, il y avait ce débat qui était très fort, très important, qui est faut-il tout mettre sur la table? Y compris la liste des emprunteurs, ceux qui donnent Voilà. l'argent. Et donc j'avais plaidé pour dire attention, nous avons une obligation en tant que banquier, c'est respecter le secret bancaire, parce que la confiance que nous font nos clients, c'est que nous n'allons pas aller colporter sur la place publique qu'ils sont nos clients. Qu'eux veuillent s'en vanter, c'est leur droit. Si eux veulent publier le relevé de compte que leur envoie le Crédit Coopératif sur leur porte, je n'en ai aucune difficulté. Mais moi, quand bien même ils diraient je vous y autorise, je ne suis même pas sûr que je le ferais. Ouais. Parce que c'est ça qui est très important. Et donc, ce mot de vérité, et c'est un mot important, et je terminerai par un dernier mot, parce que je l'ai utilisé là aussi en introduction et en conclusion de la matinée, c'est le mot autonomie. C'est quoi un projet coopératif? C'est un projet d'émancipation, c'est un projet d'autonomisation. Ça a été redit là aussi par les intervenants ce matin, et ils vont peut-être le redire tout à l'heure là, quand ils vont passer devant vos caméras. Ouais. C'est vraiment cette dimension d'être des personnes humaines. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? C'est quelqu'un qui est autonome, qui a sa capacité d'analyse, de compréhension, alors qui peut être différente de l'un à l'autre. Il faut faire du chemin parfois pour se comprendre, pour travailler ensemble. Et c'est ça un projet coopératif, c'est être capable de respecter l'autre. C'est très bien dit dans le livre de Madame Marzano. Et c'est ça, c'est un point très important, l'autonomie. Voilà. Autonomie. Voilà. Merci Monsieur Bancel. Nous nous retrouvons de toute manière à la fin de cette émission. D'accord, avec grand plaisir. Notamment pour parler de l'année prochaine, mais je ne vous en dis pas plus, nous en reparlerons donc à la fin. Nous nous retrouvons juste après quelques images. Clément Boncourt et Sophie Chamou sont allés à la rencontre des participants de cette rencontre nationale et leur ont posé la question de la confiance, justement. C'était avant les débats. Nous nous retrouvons juste après. Est-ce que pour vous, la confiance est fondamentale pour mener à bien un projet commun? Oui, je pense que la confiance, c'est quelque chose de vraiment important, puisque sans confiance, on ne peut pas créer ensemble. Pour moi, elle est fondamentale. Et c'est parce que, justement, j'ai confiance en cette banque que j'ai affilié mon association. C'est primordial, c'est primordial. Et parce que sans confiance, on peut engager des projets, mais après, qui ne seront peut-être pas vraiment aboutis comme on le souhaite. La confiance, c'est un pivot de la relation humaine d'abord, quelle qu'elle soit professionnelle ou privée. Et sans la confiance, on ne peut pas bâtir grand-chose. Donc il faut absolument que les confiances mutuelles soient épaulées, soient confortées. Voilà. De retour après ces quelques images, de retour sur ce plateau de la Web TV autour de la rencontre nationale du Crédit Coopératif. Je suis en compagnie de François de Rémus. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur général du Crédit Coopératif. Que représente pour vous cette 31e édition de la rencontre nationale? Tout d'abord, un moment important pour le Crédit Coopératif, dont la base de fonctionnement est la vie coopérative. Ensuite, un moment privilégié d'échange sur un thème qui est aujourd'hui d'actualité, la confiance, mais qui est aussi peut-être demain le thème qui préfigure des débats de société à venir. Et puis aussi parce que c'est le point d'orgue de cette année dans cette vie coopérative. Et la 31e édition de cette année prouve bien au contraire la permanence et la vitalité de ce crédit coopératif et de cette vie coopérative. Le thème de la confiance, s'engager, coopérer, quel rôle donner la confiance dans un projet commun? Donc la confiance, le thème de cette année, que vous inspire-t-il? Beaucoup de choses parce que on peut dire qu'au niveau du crédit coopératif, cette confiance aujourd'hui, on la retrouve déjà dans l'identité qui est la nôtre, puisque c'est quelque part un facteur de stabilité et un facteur justement de confiance. Donc le fait d'être aujourd'hui une banque dont l'identité est d'être coopérative et de pouvoir aujourd'hui démontrer que grâce à cela, les gens peuvent avoir confiance en nous, cela peut faire la différence. D'accord. Quel message trouvez-vous important de développer justement en ce moment de rencontre privilégié, en ce moment d'échange particulier qu'est cette rencontre? Je voudrais dire avant tout avec force qu'on est aujourd'hui avec des atouts au niveau du crédit coopératif et que ces atouts peuvent nous aider dans cette crise pour justement la saisir comme autant d'opportunités.
Alors, le premier d'entre eux, c'est peut-être tout simplement cette identité que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'elle nous permet aujourd'hui d'être reconnue comme une banque utile au service du développement de cette économie sociale et solidaire. Qu'ensuite, on peut considérer qu'avec les choix que nous faisons tous les jours, lorsque nous cherchons à collecter pour financer cette économie, nous affirmons avec clarté que nous ne sommes pas aujourd'hui à vouloir prendre des risques spéculatifs, que nous sommes dans une logique qui aujourd'hui nous permet d'être reconnus comme un acteur complètement transparent compte tenu de nos valeurs d'éthique. Je pense que ce sont autant d'éléments qui nous permettent d'être reconnus comme différents, et c'est sur cette différence que repose justement la confiance. D'accord. Ma dernière question est une question rituelle que je pose à chacun des invités. Est-ce que vous auriez des mots-clés, 1, 2, 3 mots-clés qui sont indispensables selon vous pour instaurer la confiance? Oui. Je dirais proximité, je dirais collectif et je dirais projet. C'est clair, limpide, nous avons nos 3 mots-clés. Ouais. Merci Monsieur Dorémus. Merci. Et nous nous retrouvons juste après ces quelques images. Yann Algan, bonjour. Vous avez décrit la société française comme une société de défiance. Donc, quelle est pour vous l'importance justement de la confiance dans une société? Elle est primordiale. C'est ce qui explique tout d'abord les performances économiques d'une société. La crise financière actuelle est là pour nous le rappeler. Sans la confiance, l'ensemble des activités de consommation, d'épargne ou d'investissement se tarifient. Mais la confiance est aussi essentielle pour le bien-être des citoyens. Vivre dans une société où on a toujours l'impression qu'on peut être soit trahi par ses pairs, ses collègues ou par ses responsables politiques, dans une société où les risques ne sont pas bien gérés par les pouvoirs publics, c'est une société du stress, une société de l'angoisse. Donc pour pouvoir concilier performance économique et performance sociale, la confiance est le facteur clé. D'accord. Et vous avez parlé d'un dysfonctionnement du système social. Pourtant, le système social français était cité en exemple. Alors pourquoi cet échec? Ça dépend ce que vous entendez par système social. Si vous me parlez par exemple du système de santé, effectivement, les Français sont satisfaits de leur système de santé. En revanche, par système social, je décris plus la cohérence entre la hiérarchie de l'école, du fonctionnement de l'entreprise et du fonctionnement de l'État qui évince la confiance des Français. Et je pense que les Français en souffrent à l'école. On est l'un des seuls pays où les élèves se sentent le moins appartenir dans leur institution scolaire. Les Français souffrent aussi dans le système d'entreprise où les relations hiérarchiques pèsent de plus en plus. Et là-dessus, la France est un point singulier. Et les Français sont aussi très insatisfaits du fonctionnement de leur institution démocratique. Ok. Et alors, y aurait-il selon vous un autre système qui instaurerait davantage de confiance que le système français? Oui, la défiance n'est pas quelque chose de culturel, la défiance n'est pas figée dans les gènes, la confiance se fabrique, tout d'abord par des politiques éducatives adaptées qui insistent sur le travail en groupe. Il faut former très jeunes nos têtes blondes à la coopération. La confiance se fabrique aussi dans les entreprises, en activant le dialogue social, en permettant des méthodes de travail décentralisées, horizontales. Et la confiance se fabrique aussi dans les relations par rapport aux institutions. Et là, la transparence des institutions et l'exemplarité est absolument essentielle. Donc vous nous avez cité quelques mots-clés, je vais vous demander de nous répéter justement pour renouer la confiance. Je pense, point essentiel, transparence et égalité du point de vue des institutions. Développer, activer le dialogue social et la coopération, les méthodes de travail horizontales au sein des entreprises. Et la confiance, ça se fabrique très tôt. Développer la coopération par des méthodes de travail en groupe à l'école, alors que la France se focalise uniquement sur un enseignement vertical. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, je suis avec Michaela Marsano. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Descartes et vous êtes auteur de Le contrat de défiance chez Grasset, paru en 2010. Pour entrer très vite dans le vif du sujet, qu'avez-vous pensé des échanges de ce matin? J'ai trouvé que les échanges étaient vraiment très intéressants parce qu'il y avait d'une part des points de vue différents. Donc mon point de vue en tant que philosophe, il y avait les points de vue de l'économiste et puis il y avait les points de vue des gens qui travaillent au quotidien et qui ont pu porter leur expérience. Et moi, j'ai notamment aimé beaucoup l'apport de la présidente de Wikimedia Monde,
j'avais vraiment le sentiment qu'il avait appliqué sur l'histoire, sur Wikipédia, un certain nombre de principes sur lesquels je bricole d'un point de vue philosophique, autour justement de la confiance, de la trahison, et c'était très intéressant. Vous avez parlé dans une tribune dans Le Monde en juillet 2010, vous avez parlé de la confiance qui devient une sorte de dépendance. On devient dépendant en permanence de la confiance avec les autres, que l'on a avec les autres. Donc on est tous interdépendants. Est-ce qu'il y a une crise de cette confiance-là également? Il y a surtout une crise de la confiance dans les autres. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement peur de la trahison que du coup, on a du mal à faire confiance aux autres et on a du mal à accepter le fait que, par définition, si je fais confiance, je commence à dépendre aussi des autres. Parce que si je fais confiance, je me rends vulnérable. Et vulnérable à quoi? À la possibilité que l'autre puisse me trahir. Mais en même temps, sans cette confiance-là, il y a les liens sociaux qui ne peuvent pas se mettre en place. Donc du coup, acceptation d'une certaine partie des dépendances, sans évidemment accepter de dépendre totalement ou complètement de l'autre, parce que là, on ne serait plus dans le domaine de la confiance, mais on serait dans une sorte de pathologie. Oui. Est-ce qu'il y a également une crise de la confiance en soi, finalement? Alors, la question de la confiance en soi, selon moi, il y a crise aussi de la confiance en soi, même si pendant 30 ans, on nous a parlé de la self-esteem en considérant qu'on devait être hyper fort, etc. Mais en fait, la confiance en soi consiste surtout à savoir rebondir face à la difficulté. Or, je crois que quand on a un ego démesuré, et ben finalement, quand les choses vont bien, tout va bien, mais face aux difficultés, après, on a du mal à rebondir parce que l'ego a besoin de rentrer à l'intérieur d'un certain cadre. Ma question peut vous paraître un petit peu paradoxale, mais actuellement on assiste à une vraie implication citoyenne, de plus en plus mondialisée d'ailleurs, et de plus en plus soudaine, en dehors de tous les circuits classiques. Et en même temps, on peut se demander vers quoi peut aller une société qui n'a plus confiance dans ses élites, dans ses gouvernements ou ses dirigeants ou ses... Alors, le problème, c'est qu'une société qui n'a plus confiance en ses élites, elle ne va nulle part. C'est ça le gros problème. Donc, il faut vraiment rétablir la confiance et faire en sorte que la rupture qu'il y a entre les élites et les citoyens puisse se résoudre et puisse être recousue. Alors, les mouvements qu'il y a aujourd'hui d'indignation, d'ailleurs en France, ils ne sont pas vraiment là où... C'est pas là qu'il y a les pires. Mais ça montre effectivement un ras-le-bol, mais face à cela, ce sont les élites aussi qui doivent réagir. Parce que s'il n'y a pas s'il n'y a pas quelque chose qui vient de leur part, étant donné qu'il y a eu une trahison de la part des élites, alors là, je vois difficilement la confiance pouvoir se rétablir à nouveau. Et le problème de la confiance, c'est qu'elle met du temps à se gagner et en un instant, elle peut se briser. Elle met beaucoup de temps pour se mettre en place, il suffit d'un rien pour qu'elle se détruise. Et donc, une fois qu'elle est détruite, encore beaucoup de temps pour pouvoir la remettre en place à nouveau. Donc effectivement, il faut faire attention. Et ça, c'était une très grande responsabilité de nos élites, que ce soit les élites politiques ou économiques, de ne pas avoir compris que casser la confiance était quelque chose de grave pour la société tout entière. C'est briser un lien avec la société. Question rituelle, j'ai une petite question que je pose à chaque invité. Est-ce que vous auriez quelques mots-clés qui seraient, selon vous, fondamentaux pour instaurer un climat de confiance ? Alors, les premiers mots-clés qui me viennent à l'esprit est discours de vérité. Il faut revenir à nommer les choses de façon convenable, c'est-à-dire à dire la vérité, qu'il ne s'agit pas nécessairement de tout dire, mais il s'agit de ne pas mentir systématiquement. Donc, dire la vérité, pas mentir. L'autre mot-clé, moi je dirais authenticité, pouvoir se montrer à l'autre aussi avec ses fragilités, ses failles, parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on peut établir une relation authentique, vraie. Et puis, moi, je dirais aussi désir. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est parce que si on oublie que nous sommes des êtres de désir, nous oublions aussi la nécessité que nous avons des autres, et donc de construire avec les autres un lien qui est un lien de désir, est un lien de confiance, et qui finalement fait la base même de la vie. D'accord. On a nos 3 mots-clés, c'est parfait. Merci beaucoup, Michaela Marsano. Merci à vous. Et je vous propose maintenant de retrouver Gérard de la Martinière, président du comité de la charte du don en confiance. C'est une interview réalisée par Clémence Mathieu et Yves Maguin. A tout de suite. Voilà, donc Monsieur de la Martinière, bonjour. Déjà, je voudrais que vous nous rappeliez en quelques mots ce qu'est le comité de la charte du don en confiance. Alors c'est une association privée qui réunit 72 membres
associations et fondations faisant appel à la générosité publique qui ont décidé d'adhérer à une charte d'éthique collective, et ce que nous permet de faire le contrôle de l'appel à la générosité publique au bénéfice des donateurs. Alors j'ai envie de vous demander, en ces périodes de crise, est-ce que vous sentez que les Français sont moins en confiance et donc donnent moins ? Alors, nous n'observons pas de baisse du niveau des dons, ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'on aurait pu le craindre. En revanche, on a effectivement une problématique de confiance. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors que le sentiment général est que la confiance baisse, la confiance qui est placée dans les associations et fondations connaît un léger regain. Et donc, nous sommes sur une pente positive à cet égard, ce qui est important dans cette période de crise. D'accord. Donc, est-ce que c'est plutôt une confiance dans les politiques publiques de solidarité, par exemple, qui a baissé ? Alors, on constate une crise de confiance assez générale à l'égard de l'ensemble des institutions. Les seules institutions qui échappent à cette crise sont les associations de consommateurs, qui sont très bien considérées par les Français, mais nous avons à peu près 50% des Français qui expriment un bon niveau de confiance dans les associations et fondations qui développent les œuvres d'intérêt général. Donc le don, lui, ne connaît pas de crise de confiance. Les Français continuent de donner dans cette période. Alors oui et non, c'est-à-dire que le niveau des dons se maintient, mais nous constatons qu'une partie importante de la population n'est pas rentrée dans la dynamique du don. Donc reste un problème de méfiance à l'égard de tout ce secteur qui porte les causes d'intérêt général d'initiative collective. Et c'est un des grands enjeux des années qui viennent que d'essayer de convaincre la majorité des Français qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine pour contribuer au développement de toutes ces actions qui sont nécessaires et indispensables. Alors j'y venais, quels sont à votre avis les mots-clés pour renouer la confiance ? Alors pour renouer la confiance, il y a un certain nombre d'attentes qu'il faut remplir. Une des attentes importantes qui est exprimée dans les sondages que nous faisons, c'est un besoin de savoir que les organisations qui sollicitent la générosité du public sont contrôlées. Et c'est effectivement l'objet du comité de la charte que d'exercer ce contrôle au nom des donateurs. Mais d'autres attentes se font jour également, notamment une attente de transparence, de clarté et de loyauté, qui est d'ailleurs plus importante que l'attente portant sur la rigueur de la gestion, la tenue de compte au carré, etc. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, ici au Mogador, pour cette rencontre nationale du Crédit Coopératif. Je suis avec Madame Devoir, Florence Devoir. Bonjour. Merci de jouer le jeu de cette interview. Alors, vous êtes présidente honoraire de la Wikimedia Foundation. Et j'ai envie de vous poser directement une question autour du modèle Wikipédia. Car Wikipédia, depuis 10 ans, avec ses quelques 500 millions d'utilisateurs, je crois, mais plus déjà demain et encore plus chaque jour, ce modèle déstabilise les codes classiques des marchés habituels. Alors, à quoi tient ce modèle économique étonnant, qui repose d'ailleurs, étonnant parce qu'il repose sur le don? À quoi tient-il? Alors, il tient essentiellement sur le fait que les participants de Wikipédia sont d'une part tous des bénévoles. Donc en termes de modèle économique, c'est vrai que c'est un système qui coûte extrêmement peu cher, bien sûr. Et puis surtout, il repose sur quelque chose qui est un petit peu une curiosité en France. C'est un modèle qui est parfaitement plat, parfaitement distribué. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de rédacteur en chef, il n'y a pas d'équipe éditoriale, il n'y a pas de système de revue par les pairs qui soit identifié. Donc on a un système qui est complètement décentralisé et qui va effectivement énormément perturber les habitudes, surtout en France où nous reposons énormément sur l'autorité, sur la reconnaissance par les scientifiques, par les experts. Du coup, j'imagine que le rôle de la confiance est primordial pour un projet comme Wikipédia. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle toujours beaucoup de confiance en se disant finalement, puisque tout le monde peut contribuer sans avoir besoin de s'identifier, sans avoir besoin de créer un compte par exemple, on doit avoir un système qui est basé sur la confiance. En fait, quand on regarde dans le détail, ça n'est pas aussi simple. Je dirais que le principe clé, c'est surtout de croire que les personnes qui vont venir vont le faire en toute bonne foi, vont être de bonne volonté. Il va toujours y avoir quelques brebis galeuses qui vont essayer de tricher et de manipuler, mais pour l'essentiel, les personnes qui viennent sont de bonne foi. Donc nous, on va les accueillir, on va progressivement les intégrer dans le système, mais au départ, elles peuvent faire beaucoup de bêtises. Alors on arrive à compenser cette chose-là en ayant un système extrêmement ouvert, en ayant un système extrêmement transparent
et un système qui repose sur la possibilité de réversibilité permanente. C'est-à-dire qu'on a un risque que les personnes fassent quelque chose qui est inapproprié, mais pratiquement tout est réversible. Et tout le monde peut réverter une autre personne. Donc même si des erreurs sont commises, il est possible de revenir en arrière. Oui, on les assume, on assume voilà, les erreurs. On assume les erreurs, on accepte le fait qu'il y aura des erreurs. Tant que les erreurs ne sont pas dramatiques, il n'y a pas de souci. Donc on essaie juste de limiter les dommages. Alors, est-ce que vous pensez qu'une nation, qu'un projet commun qui s'appelle pays, qui s'appelle nation, pourrait s'inspirer des valeurs clés, des fondamentaux du projet Wikipédia? Alors il y en a une valeur clé qui, à mon avis, est extrêmement importante pour les nations, c'est la notion de partage. Vous n'ignorez peut-être pas que le contenu de Wikipédia est disponible, accessible à tous. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est qu'il est ce que l'on dit sous licence libre. Les licences libres, c'est un principe par lequel tout un chacun devient en quelque sorte propriétaire du contenu. C'est un bien commun, et ce bien commun peut être réutilisé par tout le monde. Et la plupart des contenus qui sont produits par l'État français, par exemple, ne sont pas des biens communs. Ce sont des biens qui sont la propriété de l'État. Et une des manières pour lesquelles le gouvernement pourrait effectivement s'inspirer du projet, c'est en acceptant que les produits du fonctionnement du gouvernement, comme des notices, comme des livres, comme des textes, soient mis sous licence libre et deviennent ainsi un patrimoine commun. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'un pays est un bien commun pour tous les citoyens également. Donc financé par les citoyens. Et oui, et financé donc par on a un l'activité devoir d'y économique. faire attention. Voilà. Donc certains pays ont fait ce choix, c'est le choix notamment des États-Unis. Donc par exemple, toutes les images produites par la NASA sont des images dans le domaine public. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la plupart des contenus qui sont produits en France. Bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ça fait, ce système de partage est une des approches qui permet finalement de faire en sorte que tout le monde se sente concerné et que tout le monde se sente propriétaire de ce qui est produit par l'État. Et non pas que ça soit... en confiance. Et se sentent en confiance et se sentent responsabilisés par rapport à la production de ces contenus. J'ai une dernière question, une question que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que vous auriez 3 ou 2 mots-clés qui vous paraissent fondamentaux pour instaurer la confiance? Alors le premier, ce serait processus équitable. D'ailleurs, je me limiterai probablement à celui-là. Le processus équitable, c'est à la fois un système qui permet à tout un chacun d'éventuellement s'engager. Ce n'est pas une obligation, mais on a la possibilité de le faire. Donc de s'engager dans le sens de pouvoir commenter les débats, dans le sens de pouvoir participer à la rédaction d'une loi, par exemple. Il y a cet aspect d'engagement. Et puis ensuite, il y a l'aspect de compréhension de ce qui se fait, d'explication des raisons pour lesquelles les décisions ont été prises. Pas être mis simplement devant le fait accompli, mais d'avoir une explication qui permet à tout un chacun de se dire finalement, oui, c'est une décision qui est difficile, qui va avoir un impact douloureux sur moi, mais par contre, je comprends parce que c'est nécessaire pour telle et telle raison. Donc, expliquer aux gens les raisons pourquoi les décisions sont prises. L'explication comme base de la confiance également. Voilà. Processus équitable. Merci Madame Devoir, merci. De nous avoir accordé cet entretien. Nous nous retrouvons tout de suite juste après ça. De retour sur ce plateau, je suis en compagnie de Hugues Siby. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes vice-président du Crédit Coopératif et vous êtes co-auteur de Démocratiser l'économie, le marché à l'épreuve des citoyens, paru chez Grasset cette année, donc en 2011. Exact. Qu'est-ce que vous avez pensé des échanges ce matin, des échanges qui ont eu lieu lors de cette rencontre? Je pense que c'est des échanges très intéressants parce que le sujet de la confiance, on voit bien que nos sociétés sont dedans jusqu'au cou et que donc une façon de sortir de la crise qu'on vit, c'est de rétablir la confiance. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des points de vue très différents, point de vue de philosophes, point de vue de profs d'économie, mais aussi point de vue de praticiens, de gens qui dirigent des entreprises. Et donc de réfléchir ensemble avec des gens qui ont un point de vue différent était, je crois, tout à fait intéressant. Ça permet aux participants dans la salle de prendre du recul. Ils sont dans la banque au quotidien, dans l'entreprise au quotidien. D'un seul coup, ils prennent du recul. Tiens, c'est vrai. Vous savez que faire crédit, en fait, ça veut dire faire confiance. Donc un banquier réfléchit sur ça veut dire quoi faire confiance, c'est son métier finalement, donc c'est pas inintéressant qu'il prenne un peu de recul là-dessus. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier, oui. J'ai vu qu'un sondage commandé par l'Avise autour de l'entrepreneur social, l'entreprise autrement surtout, on voit que 81% des sondés font confiance aux entrepreneurs sociaux et qu'il ne sont que 45% à faire confiance au pouvoir public. Comment peut-on l'expliquer ça à notre époque ? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'un côté, l'État, la puissance publique, mais notamment l'État, a du mal à traiter un certain nombre de problèmes, l'exclusion,
l'accès à un certain nombre de droits comme le crédit et tout ça. Et donc, en même temps, l'entreprise capitaliste, c'est pas son boulot. Et donc, on se dit que finalement, des entreprises, mais dont l'objectif c'est l'intérêt général, mettre ensemble un peu les méthodes de l'entreprise, donc l'efficacité, la gestion, les ressources humaines, mais avec un objectif d'intérêt général, ça peut marcher. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt. Notamment des jeunes, notamment par exemple dans les grandes écoles de commerce, mais plus largement, il y a un intérêt que mesure l'enquête très fort vis-à-vis de gens qui, au fond, ont envie de réconcilier l'entreprise avec la société et de voir que l'entreprise n'est pas fait que pour gagner de l'argent le plus vite possible à n'importe quelle condition. Mais là, on voit donc 2 chiffres, effectivement, une grande marque de confiance pour les entrepreneurs sociaux, mais finalement une marque de défiance aussi, parce que seulement 45% des sondés font confiance au pouvoir public. Ah oui, mais c'est quelque chose qu'on revoit dans les enquêtes vis-à-vis du monde associatif, les associations. Quand on demande aux Français quelle est la structure dans laquelle vous avez le plus confiance, c'est de très très loin les associations, et les hommes politiques sont les derniers de la liste après tous les autres corps. Et ce n'est pas réjouissant, parce qu'on pourrait se dire c'est bon pour l'économie sociale, mais ça veut dire qu'il y a une défiance justement vis-à-vis des pouvoirs publics qui est quand même forte et qui est préoccupante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur la démocratie économique, parce que je pense qu'on a depuis un siècle attendu finalement que les politiques régulent l'économie, et je pense que maintenant il faut que les citoyens régulent l'économie aussi eux-mêmes et en direct. Donc pas simplement passer par les politiques, les élus, mais que les citoyens pèsent eux-mêmes dans l'économie. Je prends un exemple. A été créée là il y a quelques semaines une ONG qui s'appelle Finance Watch, qui se définit comme le Greenpeace de la finance. C'est une structure qui va faire toute une série d'enquêtes sur la finance, avec des vrais professionnels de la finance, pour faire que le débat soit ouvert et que tout le monde puisse savoir exactement ce qui se passe dans la finance. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'assister en fait à la montée du pouvoir finalement des citoyens de la société civile sur l'économie. Rappelez-vous de Cantona disant il faut sortir votre argent des banques. Oui, ça c'est quelque chose que le Crédit Coopératif a perçu au premier plan. Ce thème de l'économie sociale et solidaire, en 2012, j'imagine qu'il va être crucial. Si vous parlez des présidentielles, on peut espérer qu'il le soit. Pour l'instant, dans ce qu'on a entendu, mais on n'a été que dans un camp, le camp des primaires, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc peut-être que, espérons que dans la deuxième phase, on va en parler davantage. Il y a quand même l'idée d'avoir une loi cadre sur l'économie sociale qui a été annoncé un peu par les deux, enfin la gauche et la droite. Donc ce qu'il faut, c'est que l'économie sociale s'organise en 2012, là dans les 6 mois qui viennent, pour se faire entendre auprès des candidats et faire des propositions pour que le nouveau gouvernement fasse des choses. Et je crois que c'est vraiment indispensable, parce que l'économie sociale a une carte à jouer dans cette période de crise qui est extrêmement intéressante et importante. Et puis d'un autre côté, 2012 sera l'année internationale des coopératives, donc on va avoir une grosse actualité coopérative à l'échelle internationale, dont d'ailleurs Michel Barnier, qui était là ce matin, a parlé avec le statut européen des coopératives et différentes autres mesures. Nous parlerons d'ailleurs en fin d'émission de cette année internationale des coopératives. Alors j'ai une dernière question, c'est ma petite question rituelle. Chacun de mes invités donne quelques mots-clés, 1, 2, 3, 4 mots-clés qui selon vous sont indispensables pour restaurer ou instaurer la confiance. Alors moi, il y a un premier mot qui est le mot responsabilité, parce que je pense que si on veut que les gens aient confiance, il faut être responsable. Responsable, ça veut dire rendre des comptes. Et si on ne rend pas de compte, les gens n'ont pas confiance. Donc ça, c'est un premier mot qui est un mot fort. Ensuite, il y a le mot éthique de dirigeant. Alors, c'est 2 mots, mais c'est que parmi la défiance et la crise actuelle, il y a le fait que, en gros, pour faire court, le peuple n'a plus confiance dans ses dirigeants, que ce soit les dirigeants économiques, politiques, tout ça. Donc pour rétablir ça, il faut que les dirigeants réfléchissent, retravaillent eux-mêmes, peut-être qu'on les sélectionne un peu autrement pour qu'ils aient davantage d'éthique
Et que ça, ce serait quelque chose d'extrêmement important pour fabriquer de la confiance. Et puis le troisième mot, c'est le mot démocratie, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que les citoyens prennent en charge un certain nombre de choses eux-mêmes, et que s'ils le font, du coup, ils n'auront pas l'impression que les choses leur échappent, et ils retrouveront confiance. Et donc, notamment, la démocratie économique, c'est-à-dire que les citoyens aient du pouvoir sur l'économie, et pas simplement sur la politique, mais qu'il y ait des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, que les coopératives qui reposent sur le principe un homme, une voix se développent, etc. Donc le mot démocratie. D'accord. Responsabilité, éthique du dirigeant et démocratie. Merci beaucoup, M. Siby. Au revoir. Nous avons demandé aux participants de cette rencontre nationale ce matin de nous donner leur avis sur les débats de la matinée. Nous nous retrouvons juste après et à tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence de ce matin? Écoutez, moi je suis absolument impressionnée par ce que fait le Crédit Coopératif. Là déjà, c'est vrai, M. Bancel, dans ses propos, a été visionnaire, j'oserais dire. Et tout simplement, c'est une rencontre magnifique. Magnifique dans le sens du dictionnaire. La beauté dans la grandeur. J'ai trouvé les orateurs pertinents. Je pense que le thème était très intéressant et surtout abordé par le crédit coopératif. On peut être surpris par ce genre de thème. Je trouve que ce mélange économie, philosophie est parfaitement dans l'air du temps des besoins que l'on a aujourd'hui par rapport aux réflexions prospectives sur l'économie de demain. Voilà. Je me suis reconnu et j'ai reconnu l'environnement dans lequel aujourd'hui on vit, dans les propos de la philosophe Michela et de l'économiste Yann. Je partage à 100% leur vision sombre, mais qui nous fait prendre conscience qu'il faut vraiment changer radicalement les choses et les comportements aujourd'hui. J'ai particulièrement aimé l'exposé de Michela Marzano sur le concept de la confiance et son évolution. Et je me disais que l'enjeu, est-ce que c'était pas de restaurer la force de la parole et de ce qu'on y met derrière, et de la force de la parole et de son engagement. Et qu'est-ce que ça veut dire que de s'engager par la parole? Il y avait des points de vue d'intellectuels, il y avait des points de vue de praticiens, et je trouvais que la convergence, que le rassemblement de ces points de vue était très intéressant pour les sociétaires du crédit coopératif. Il y a vraiment une diversité d'exemples qui sont accessibles et, j'allais dire, pédagogiquement accessibles. C'est-à-dire que ça donne quand même un panel d'illustrations où tout à chacun, on arrive à y trouver lecture, quoi. Et ça, c'est intéressant. De retour sur ce plateau de Web TV pour la rencontre nationale du Crédit Coopératif. Je suis avec Jean-Claude Tilleux. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes président de la Fondation Crédit Coopératif. Ma question est très simple. Quel est le rôle de cette Fondation Crédit Coopératif? C'est une fondation très ancienne puisqu'elle a été créée en 1984, à une époque où il n'y avait pas tellement de fondations d'entreprise. Et elle a été créée par mon prédécesseur pour accompagner le crédit coopératif, mais d'une autre façon qu'une banque bien sûr, vis-à-vis de tout ce qui est remarquable dans l'économie sociale. Alors, bien entendu, son rôle s'est diversifié au fil du temps et ses moyens aussi, mais les prix que nous allons décerner aujourd'hui se rattachent à un des axes d'action de cette fondation, c'est-à-dire la promotion de l'économie sociale. La promotion qui prend plusieurs formes, l'aide à des laboratoires universitaires, l'aide à des journalistes qui parlent, pas bien, c'est pas ça, mais enfin qui parlent de l'économie sociale, on n'en parle pas assez. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les prix et trophées de l'économie sociale qui ont été mis en place, je crois que c'est la 28e édition, donc il y a un peu de continuité. C'est durable, c'est un vrai développement tellement durable. nous estimons que c'est important. Et alors, quel regard portez-vous sur cette sélection en 2011, sur ce cru 2011, si je puis dire?
Écoutez, il est excellent et je dois vous dire, sans trahir le secret des délibérations, que le jury s'est mis assez facilement d'accord. Le jury qui est composé par le conseil d'administration de la Fondation, donc qui représente les mouvements qui sont au Crédit Coopératif, plus quelques personnalités éminentes, universitaires et autres. Et nous nous sommes mis très facilement d'accord, à la différence de certaines années, sur ces 5 prix. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que cette année, mais c'est pas tout à fait un hasard, chaque année on suggère en quelque sorte aux candidats et à ceux qui diffusent le règlement intérieur, par exemple notre réseau d'agences, de mettre l'accent sur un point un peu particulier. Il y a 2 ans, par exemple, c'était les associations qui travaillent pour le développement des pays du Sud. Cette année, nous avions souhaité mettre un peu plus en lumière les coopératives. Pourquoi? Parce que les coopératives sont évidemment une composante extrêmement importante de l'économie sociale qui a été à l'origine du crédit coopératif. Et l'année prochaine, Scoop, c'est l'année internationale des coopératives qui a été décrétée par l'ONU. C'est à New York que ça va se passer à la fin du mois, le lancement. Donc mettre en valeur les coopératives était quelque chose pour nous d'important, sans exclusif bien entendu, puisque au total nous avons 3 prix pour les coopératives et 2 prix pour les associations. D'accord. Actuellement, nous vivons une série de crises en cascade. Où en est l'économie sociale en France? L'économie sociale qui repose, après tout, sur un sacré socle de confiance. Donc où en est-on actuellement? Ça, c'est un très bon mot, parce que vous avez noté sans doute que c'est le mot-clé de notre matinée. Je crois effectivement qu'un des atouts essentiels de l'économie sociale vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis des acteurs divers et variés, c'est effectivement que la confiance fait partie de ces gènes. C'est-à-dire que l'économie sociale est fondée sur l'homme acteur et l'homme bénéficiaire, si je puis dire. Et ce ne sont, bien sûr, nous manions les capitaux, nous avons besoin d'assises financières les uns et les autres, mais ce n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est l'homme. Et par conséquent, les relations entre les hommes sont très importantes, que ce soit les organismes d'économie sociale avec leurs bénéficiaires, que ce soit à l'intérieur des organismes d'économie sociale. Et tout ça marche le mieux possible quand la confiance est au rendez-vous. C'est ça, il faut vraiment qu'il y ait cette confiance pour que ça marche. Donc, dans ce monde de crise, de doute, de tromperie, non, je n'en rajoute pas, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Barroso et autres, cet atout confiance est absolument essentiel. Je finirai juste par une question rituelle. Est-ce que vous pouvez nous donner 2, 3, ou en tout cas quelques mots-clés qui, selon vous, sont indispensables, sont fondamentaux pour restaurer la confiance? Bien, la transparence, la durabilité, ça veut dire ne pas s'inscrire dans le trimestre d'après, parce que là, ça permet de prendre du recul. Attention, pas de se retirer sur l'aventure, mais de prendre du recul, de penser aux choses fondamentales et non pas à ce qui va se passer à la fin du trimestre. C'est pas facile par les temps qui courent. Je crois que c'est comment dirais-je, l'homme, le service de l'homme, la démocratie, la gouvernance, la démocratie dans la gouvernance. Je crois que c'est ça qui nous distingue le plus des autres entreprises. Et elles ont toute leur place, bien sûr, mais si je dirais que ce qui nous distingue le plus, c'est la démocratie. Ça correspond à la place de l'homme, bien sûr, dans la gouvernance. C'est ça l'essentiel. Le reste, on est dans un marché, il faut s'y comporter le mieux possible, mais toujours avec ce souci de participation des personnes et de démocratie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur de Tilleux. Merci. Nous allons dans un instant recevoir les dirigeants d'une structure étonnante, celle justement qui a remporté le trophée de l'initiative en économie sociale, donc de la Fondation Crédit Coopérative. Je vous propose d'abord de regarder quelques images qui présentent le projet. C'est le projet Ecopaille, un projet étonnant. L'idée de construire des maisons en paille est venue principalement de nos envies de nous construire nos propres maisons.
et aussi de sortir du champ traditionnel du béton, de voir qu'est-ce qui peut se faire autrement avec des matériaux simples. On utilise principalement la paille, qui est un matériau biosourcé, qui est renouvelé chaque année et surtout qui vient des champs à côté du chantier. Donc en moyenne, sur nos chantiers, la paille fait à peu près 5 km entre le producteur à l'utilisation dans les murs, quoi. Pour la partie structure, on va utiliser surtout une ossature bois qui, elle, est en Douglas non traitée. Et la paille, elle, va être recouverte d'enduit terre qui vient souvent des fondations. Si elle est assez argileuse, sinon elle vient de terrassiers qui sont très proches du chantier, quoi. Donc l'idée, c'est de faire une maison à haute performance énergétique, mais avec des matériaux très très locaux. Alors moi, je ne suis pas du tout du milieu du bâtiment. En fait, j'ai une formation d'ingénieur aéronautique en aérostructure. Donc à la base, je faisais le premier transport le plus polluant au monde. En fait, l'idée de venir à la paille, c'était associer mes convictions écologiques et mon travail. Moi, je me suis formé principalement au Québec pour la partie paille. Ça fait 7 ans maintenant que je vis de la paille et j'essaie de transmettre le maximum cette envie. Alors on va toutes les mettre. On va toutes les poser. Et par-dessus, on va venir les rogner un petit peu. Alors, les chantiers participatifs, c'est une activité qu'on arrive à mener grâce aux associations aussi qui nous entourent. Et c'est quelque chose dont on y tient du fait de pouvoir mélanger et partager notre savoir. Et le fait d'avoir pu créer cette scope aussi crédite un petit peu la construction paille qui n'est pas forcément évidente. Le choix scope aussi nous permettait d'aller vers l'entreprise, là où tous individuellement on n'aurait jamais été vers l'entreprise, en fait. De retour sur ce plateau, je suis avec Sébastien Chameroy et Christian Bélanger pour le projet Ecopaille. Alors nous venons de voir le petit film qui présente votre projet et vos maisons construites en paille ont remporté le trophée de l'initiative en économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. Donc bravo déjà, vous avez remporté le trophée. Je vous propose d'abord de balayer rapidement, ça c'est une question que vous devez rencontrer tout le temps, balayer rapidement les préjugés autour de la paille. La paille est-elle inflammable? La paille est-elle un matériau durable? Est-ce qu'on peut être allergique à la paille? Qui commence? Moi je vais bien me lancer. En fait la paille elle est souvent considérée comme inflammable, mais en vrac au sol comme ça. Mais un ballot de paille, mettre le feu dans un ballot de paille, c'est très compliqué. Essayez de mettre le feu dans un bottin téléphonique et vous aurez la même réponse qu'avec un ballot de paille. Ouais. Donc en fait, souvent moi quand j'ai à discuter sur qu'est-ce que c'est une maison en paille, on lève ces préjugés-là assez rapidement. Il y a le feu, il y a les insectes et les rongeurs surtout qui reviennent, et l'eau. Ouais. On est avec des matériaux vivants, donc évidemment il y a des précautions à prendre. Donc nous on a des enduits terre qui viennent protéger la paille contre l'eau. On dit souvent qu'une maison en paille doit avoir un bon chapeau et des bonnes bottes. Et effectivement, si on a une toiture qui a un débord de toit suffisant et des fondations et des murs qui sont bien protégés, il n'y a aucune raison à ce qu'on ait peur de l'eau, quoi. Il y a un préjugé qui est porté quand même par les trois petits cochons aussi. Bien sûr, ouais. La maison en paille, mais eux ne devaient pas avoir toute cette structure qui accompagnait la paille. L'imaginaire collectif est basé là-dessus, donc on a essayé de souffler, on a essayé de se lancer contre un mur, ça pas moyen, on n'arrive pas à le faire tomber, quoi. Et on n'est pas allergique à la paille? On peut être allergique aux poussières, mais à la paille proprement dit non. La paille, elle peut être un peu abrasive, elle peut vous gratter un peu, mais non. Nous, dans l'équipe, on n'est pas allergique, on n'est surtout pas allergique au projet de maison en paille. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce projet? Parce que vous aviez une vie avant aussi, et à un moment donné, vous avez eu un déclic, vous avez décidé de prendre un virage. En fait, je pense pour la plupart, on avait tous un rapport à notre travail un petit peu différent, savoir qu'est-ce qu'on avait envie de monter. On avait des convictions aussi environnementales qui étaient déjà là depuis un petit moment. Donc au moins pour ma part, je ne pouvais pas allier et mon travail et mes convictions.
Donc c'est ça qui m'a fait virer. À un moment, on ne peut pas aller tous les jours contre ce qu'on a envie. Donc on est obligé d'avancer et prendre le déclenchement, ce virage-là. C'est quand même une sacrée dose d'audace et voire peut-être d'inconscience pour se lancer vraiment dans... Voilà, un projet comme faut celui-là. s'essayer. Je pense qu'on est dans des schémas actuels où on ne peut pas faire toute notre vie le même métier. On est obligé d'évoluer, de réfléchir, et puis surtout c'est se prendre conscience de soi, savoir qu'est-ce qu'on a envie. Et en fait, nous on s'est fédérés sur la paille de par des rencontres et puis de partager ces convictions-là sur l'habitat sain, qui est quand même important. C'est une deuxième peau, notre maison. Donc on avait envie que ça soit sain, que ça respecte aussi l'environnement. L'idée de base pour tous, ça a été vraiment déjà autoconstruire sa maison. Ouais. Et c'est commencé par là. J'imagine qu'il y a un développement hallucinant, du coup, c'est vraiment un créneau, pour reprendre des termes très à la mode, c'est un créneau porteur. À notre échelle, c'est important puisque c'est notre activité principale, donc forcément. Après, sur l'ensemble des bâtiments qui sont réalisés en France chaque année, ça reste encore anecdotique. Seulement, l'impulsion, elle est là, et donc l'idée, c'est d'essayer, à un moment donné aussi, d'être dans l'action. Si on s'est lancé à titre personnel au départ, c'était aussi dans l'idée, si on voulait pérenniser un emploi là-dedans, c'était aussi de le faire connaître un petit peu ce type d'activité, et puis surtout de mettre vraiment des projets concrets en place, en route, quoi. Aujourd'hui, le montage de la SCOP nous a permis aussi de partir sur un autre créneau sur lequel on ne pouvait pas aller, c'est la construction de bâtiments publics, donc de répondre à des marchés publics, quoi. Et voilà, actuellement on est sur un créneau comme ça. Ouais. Mais du coup, vous êtes sur les terres d'un marché qui était bien en place, bien structuré, très carré comme le béton en gros, et le ciment. Quelle a été la réaction face à ça? Parce que c'est résiduel peut-être maintenant, mais c'est pas voué à l'être éternellement. Le béton avait aussi à évoluer, comme tout matériau évolue avec son temps. C'est quand même un matériau énergivore, avec une prise de conscience collective qui commence à arriver sur comment on produit tous les matériaux qui nous entourent. Il y avait une évolution à faire. Nous, on reste vraiment, comme disait Christian, anecdotique. Donc, ce n'est pas une concurrence, je pense, qui est vraiment prise en compte. Oui, mais si vous commencez à participer, en gros, aux mêmes appels d'offres, là, ça peut... Là, ça peut porter défaut. Je pense que nous, pour le moment, sur le terrain, on ne le ressent pas en discutant avec des maçons ou autres. Dans tous les cas, nous, il restera les fondations qui ne seront jamais en paille. Donc, il restera toujours un petit travail de maçonnerie à faire, au moins. Et voilà, c'est des gens qui évoluent aussi et qui sont venus à des techniques comme le chauchant qui est arrivé. Et puis, ils vont venir à la paille un jour. Moi, j'ai un ami qui est PDG d'une entreprise de maçonnerie, qui retape sa propre maison actuellement et qui compte bien faire une extension en paille. D'accord. Parce que c'est séduit aussi par le procédé. Je veux dire, les gens qui sont dans le conventionnel du bâtiment commencent à s'éveiller aussi à tous les modes dits alternatifs de construction, parce qu'ils y voient bien qu'il y a à la fois un intérêt pour l'environnement propre des gens, et économique pour eux. Économique aussi, et je pense que la mentalité, elle évolue aussi sur qu'est-ce que c'est un enduit terre. Il ne faut pas oublier que quasiment la moitié des maisons à travers le monde sont à base de terre. Donc qu'est-ce qu'on appelle le conventionnel? Conventionnel aujourd'hui, qui serait la méthode Parpaing, finalement elle est d'après-guerre, quoi. Et nous on n'invente pas le matériau botte de paille, il est là, il est existant, seulement on peut en faire quelque chose de bien plus valorisant. Oui, vous remettez au goût du jour une pratique qui était ancestrale. Nous on s'est nourri, et qui est aussi à l'étranger. Des premiers gens qui ont construit, on a adopté avec les techniques d'aujourd'hui, et puis on avance, quoi. Tous les jours, on peut innover, mais à un moment donné aussi, si on arrivait aujourd'hui à avoir des règles professionnelles par rapport à la paille, c'est aussi qu'il y a une reconnaissance du monde du bâtiment. Et cette reconnaissance, c'est une parfaite transition pour ma dernière question. Vous recevez aujourd'hui ce trophée donc de l'économie sociale donné par la Fondation Crédit Coopératif. Qu'est-ce que ça vous apporte, un trophée comme ça, cette reconnaissance-là?
L'apport de cette reconnaissance, c'est de dire qu'on a peut-être choisi un schéma d'entreprise ou au moins d'économie qui nous correspond et qui a une valeur pour continuer encore, toujours continuer notre démarche dans le côté social, à apporter un éveil aux gens, apporter le conseil à l'autoconstruction et faire avancer les choses aussi pour que le schéma global puisse changer, quoi. C'est vraiment un encouragement en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment pour aller de l'avant, quoi. Ouais. C'est un encouragement et aussi une prise de conscience, à mon avis, que si on veut aider des gens qui sont porteurs d'initiatives un peu novatrices, là, en tout cas par rapport au bâtiment, on a tout intérêt à les suivre aussi, quoi. Mais ça veut dire suivre les entreprises et les encourager avec des prix, mais ça veut dire aussi suivre les entreprises et les encourager quand il y a des gens qui ont des projets. Ouais. Donc des projets de construction, parce qu'aujourd'hui souvent les gens sont bloqués par rapport à ça. Et c'est un encouragement certain, clair. Et en portant vraiment un éclairage particulier sur Ecopaille, ça permet de valoriser toute cette filière nouvelle, ce nouveau modèle de la construction. Nous, l'idée de départ, c'est d'arriver à pérenniser un emploi qu'on a un peu créé. Oui. Donc déjà, ça, c'est pas acquis, mais c'est en bonne voie d'être acquis. Et puis, nous, là, on prévoit une embauche dans les semaines à venir. On ouvre nos portes aussi à ce que l'entreprise puisse accepter de plus en plus de femmes qui sont en apprentissage et demandeuses de venir travailler dans le milieu du bâtiment. Et on voit bien le regard aussi du monde du bâtiment vis-à-vis des femmes qui est complètement à l'inverse de ce que nous, on essaye de créer, quoi. On essaye de créer une écoute et une envie aussi à ce que tout le monde puisse travailler dans ce domaine, quoi. D'accord. Et voilà, l'encouragement, il peut aller encore plus loin, mais il est déjà beaucoup axé là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, vous êtes prêtés à ce jeu du dialogue. Merci. Alors après avoir découvert le projet Ecopaille, je vous propose de respirer, d'écouter, de partager, de vous informer et de vous transformer. Ce sont les 5 lettres de l'association REPIT, R-E-P-I-T. Je vous propose de la découvrir en images et nous nous retrouvons avec ses fondatrices juste après ça. Un séjour répit, c'est un séjour proposé aux familles de malades psychiques pour une semaine où on leur offre des temps divers. Alors, des temps de détente et puis ensuite des temps d'apprentissage, de techniques de bien-être et de relaxation faites par des spécialistes et des temps de réflexion. En fait, ces méthodes ont pour objectif d'apprendre aux familles de mettre de la distance par rapport à la maladie psychique et de se préoccuper un peu d'elles-mêmes alors que toute leur vie, progressivement et quelquefois brutalement, s'est orientée vers la prise en charge du malade. Donc c'est un nouvel équilibrage de leur vie qu'on leur propose. Nous sommes dans un séjour répit, un groupe de 30 personnes. Il y a 23 parents, dont la majorité est constituée de femmes seules. Ces personnes ont en moyenne 70 ans, ce qui représente souvent 15 à 25 ans de vie avec le malade. On a un public usé, courageux, isolé, et quand ils se retrouvent au séjour répit, on retrouve le sourire qui se marque sur les visages. Ça m'a apporté quelque chose de positif que je ne connaissais pas, c'est-à-dire apprendre à parler, à me soucier de moi. Et puis, répit m'a permis de discuter avec d'autres mamans, dans le même cas. En racontant tout ça, toutes nos petites misères, on finit par ne plus avoir la larme à l'œil, mais par se dire, je ne suis pas seule au monde avec ce problème-là. Et on rigole pas mal aussi. C'est vrai, on se marre bien parce que on finit par voir la maladie avec un peu de recul. Et j'ai réussi à faire ça grâce à Répit. Parce qu'avant, je ne vivais pas. Je vivais en fonction de la maladie de mon fils. Est-ce qu'il a pris ses médicaments? Est-ce qu'il ne va pas faire une bêtise dans Bourges? Voilà.
De retour sur ce plateau, je suis en présence de Monique Tissier et Françoise Mess pour l'association REPI, R-E-P-I-T. Nous venons de voir le petit film qui présente votre association, votre projet. Et votre association organise des séjours pour donner du répit et de l'accompagnement aux familles de malades psychiques. Tout à fait. Vous avez remporté le 2e prix de l'initiative en économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association qui vient aux aidants naturels? Mais c'est une histoire personnelle parce que je suis la maman d'un malade psychique. Et dans un premier temps de mon engagement associatif, j'ai créé des structures, enfin des services pour accompagner les malades psychiques eux-mêmes. Et par cela même, j'ai découvert que les familles étaient aussi en grande souffrance. Donc nous avons pensé, avec d'autres bien sûr, c'est toute une équipe, qu'il fallait aussi s'occuper des familles de malades psychiques qui souffrent énormément. Et dans notre société, justement, quelle est la place qui est allouée, qui est réservée aux aidants? Elle est très difficile. Elle émerge un petit peu, mais pour nous, la maladie psychique n'est pas déjà reconnue par la société. Alors vous pensez que pour les aidants, ils ne sont a fortiori pas reconnus par la société. Donc vous, un des buts de votre association, c'est justement de peser sur le débat en quelque sorte et de faire comprendre ce rôle. Tout à fait, et surtout de donner aux familles le courage de dire nous sommes là, nous souffrons, nous sommes isolés, nous avons besoin d'aide de la part de la société, surtout. Les faire apparaître pour que la société s'en préoccupe. Et vous travaillez, vous êtes en bonne relation, pourrons-nous dire, avec le corps médical, avec le corps soignant? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avancer dans le domaine de la psychiatrie si on ne travaille pas ensemble. Ouais. Ensemble, cela signifie le monde médical, les familles et bien sûr les malades. Et le corps médical a bien conscience de l'utilité d'une association comme REPI, a bien conscience également de la présence des aidants. J'imagine que les aidants ont une présence primordiale pour la guérison aussi. Oui, surtout que c'est un fait de société. Vous savez bien que les hôpitaux psychiatriques sont de moins en moins nombreux et ont moins de lits. Donc la tendance est de rendre très vite les malades à leur famille. Ouais. Et ce sont les familles qui en ont la charge. Sans avoir été formés. Sans avoir été formés et sans être soutenus. Donc on a des situations dramatiques. J'ose citer que nous avons eu dans le département où j'habite un suicide de maman. D'accord. Donc c'est grave. Oui, c'est un vrai problème. Vous organisez des séjours pour ces aidants. Comment ça s'articule? Comment ils s'organisent ces séjours? Je vais laisser ma directrice en parler. Oui, tout à fait. Alors, on organise des séjours à l'automne en Sologne actuellement. Mais bon, bien sûr, notre désir, c'est aussi de les étendre à la mer, à la montagne. Certaines familles nous ont demandé, mais pour l'instant, nous avons démarré à la campagne, dans un cadre très calme. Et nous avons donc les familles qui viennent. Ce sont très souvent des mamans. Ce sont très souvent ce qu'on appelle en jargon social des familles monoparentales, avec des parents déjà âgés, puisque souvent la maladie psychiatrique et les psychoses graves telles que la schizophrénie ou la bipolarité arrivent chez les jeunes adultes. Et les diagnostics sont longs. Donc, ce qui fait que les parents ont la charge de leur enfant, qui est en fait un adulte, et le pic le soutien le plus lourd arrive souvent lorsque les parents prennent leur retraite. Oui, ils se retrouvent démunis, ils se retrouvent avec une maladie qui explose et qui peut provoquer des fois des situations de crise pour toute la famille et bien sûr pour le malade et pour aussi parfois son environnement. Et là, l'aidant a besoin d'aide, de formation et de pouvoir parler de ce qui lui arrive dans sa famille.
Donc ces séjours, pour revenir au séjour, nous accueillons les familles. Donc c'est beaucoup de mamans, beaucoup de femmes seules, à peu près 80%. Qui se retrouvent entre elles. Qui se retrouvent entre elles, qui viennent de la région centre, mais pas uniquement, parce que notre information est relayée par l'UNAFAM, donc on a des personnes d'autres régions qui viennent. Et on leur propose deux programmes de semaine à choix. Certains parents ont déjà eu contact avec l'UNAFAM, ont déjà suivi ce qui s'appelle des ateliers prospects. Donc ceux-là ont un programme qu'on appelle Pause. Mais je vais vous parler tout d'abord du programme Répit. On ne va pas forcément rentrer dans le détail vraiment du séjour, mais ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des séjours qui durent donc une semaine en Sologne, avec une formation qui est quand même ou de 12 heures ou de 20 heures. Donc des ateliers où les familles peuvent échanger ce qui leur arrive, faire le point, voir dans la durée comment tenir le choc d'une telle maladie, et puis surtout se préserver et garder leur propre santé, y compris physique. Y compris physique, on a aussi des ateliers bien-être avec de la relaxation, avec de la gestion du stress, pour pouvoir tenir le coup, tout simplement. D'accord. Toute dernière question, que représente ce prix, cette reconnaissance de la Fondation Crédit Coopératif pour Répit? Cela représente d'une part une reconnaissance, une reconnaissance de notre travail, parce que c'est très rare d'être reconnu dans ce milieu, et d'autre part, dans le milieu de la psychiatrie, je veux dire. Et d'autre part, cela nous représente une bouée de sauvetage parce que nous avons beaucoup de difficultés à avoir des subventions de soutien de la part des institutionnels. Ouais. Donc ça a vraiment un vrai... Ça nous permet de nous projeter en 2012 en sécurité. Merci beaucoup mesdames. Et je vous propose maintenant de découvrir un autre projet, une maison d'édition pas comme les autres, une maison d'édition qui propose un accès à la lecture enfin pour tous et qui cible particulièrement les malvoyants. Nous nous retrouvons sur ce plateau avec les dirigeants de cette association juste après ces quelques images. On était deux passionnés de photos. Nous ne pensions pas pouvoir en faire notre métier et surtout en vivre, mais on a décidé de se lancer le défi et donc de créer un studio photo, mais aussi une agence de communication où nous créons des sites internet Full HD auto-administrables. Cette activité vient financer une activité plus sociale qui sont les éditions Regard d'enfants. Alors nous éditons des ouvrages en grand caractère, des romans, des illustrés, des bandes dessinées et surtout un Larousse en grand caractère qui permettent aux enfants malvoyants mais aussi aux adultes de pouvoir continuer à lire des histoires à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Nous avons décidé, en collaboration avec les éditions Larousse et le ministère de la Culture, la direction du livre et de la lecture, d'adapter à nouveau ce dictionnaire en grand caractère. Donc tout simplement, nous avons réussi à obtenir les fichiers sources auprès des éditions Larousse et à partir de là, nous avons fait tout un travail d'adaptation du Larousse en grand caractère. Ça consiste à faire en sorte qu'un ouvrage qui est là en l'occurrence en caractère 8, eh bien on va le réadapter complètement en caractère 19-20 avec une police de caractère qu'on a créée en la testant auprès des enfants et adultes malvoyants. Donc on adapte chaque page et bien évidemment les mots qui sont ensuite définis sont mis en caractère plus gras pour les différencier des définitions. L'adaptation du Larousse en grand caractère correspond à environ 1 an de travail. Donc ce temps de travail ne peut pas être entièrement financé par la vente des ouvrages en grand caractère, tout simplement parce qu'il n'y a et heureusement environ que 6 à 7 000 enfants malvoyants en France
Et c'est pour financer cette partie d'édition d'ouvrages en grand caractère que nous avons décidé de développer une activité plus commerciale qui s'appelle Créaplanète. De retour sur ce plateau, nous venons de voir quelques images qui présentent votre maison d'édition Nadège Sanson. Vous représentez la maison d'édition Regard d'enfant. Tout à fait. Et c'est une coopérative et vous avez remporté le 3e prix de l'initiative en économie sociale, donc de la Fondation Crédit Coopératif. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette maison d'édition un petit peu particulière ? Tout simplement parce que je viens d'un milieu associatif où j'étais déjà sensible à l'aide des enfants et adultes malvoyants. Et lorsque cette association malheureusement a dû fermer, je me suis dit que c'était dommage d'abandonner le travail qui avait été réalisé depuis une dizaine d'années. Et donc j'ai essayé de monter une structure qui me permette de maintenir une activité d'édition pour les enfants malvoyants. D'accord. Cette structure, vous l'avez voulu en coopérative ? Oui. Vous l'avez voulu pourquoi en coopérative ? Déjà parce que nous étions 2 personnes et que j'estimais que nous devions chacun avoir des avis à apporter et que ces avis devaient compter de la même façon. J'estimais qu'il ne devait pas y avoir réellement entre guillemets de gérance et que comme l'activité que je voulais mener avait un côté social, je trouvais intéressant de la monter sous la forme d'une SCOP. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la chaîne de fabrication de ces ouvrages ? Oui, bien sûr. Donc ça commence déjà par le choix du titre, puisque ce sont des livres originaux que nous adaptons en gros caractères. Vous sortez 3 titres à peu près par an, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc là, actuellement, nous avons une petite centaine de titres en catalogue. Une fois que le titre est choisi, eh bien, il faut aller voir les maisons d'édition et négocier avec eux le fait de pouvoir adapter, donc de les sensibiliser. Et l'accueil, là, est comment ? Ça dépend des maisons d'édition, mais en règle générale, elles voient effectivement l'intérêt de rendre accessibles leurs livres à tous les publics. Et donc, une fois que ça s'est réalisé, eh bien, on retravaille toute la maquette. Donc effectivement, rendre un livre accessible, c'est agrandir les caractères, mais c'est aussi travailler au niveau des images. Donc il peut nous arriver de recoloriser entièrement une bande dessinée pour la rendre accessible. D'accord. Et puis ensuite, bien évidemment, on présente une maquette à la maison d'édition originale et lorsqu'elle est validée, on fait tout l'ouvrage. Nous l'imprimons nous-mêmes et nous le relions. Et puis ensuite, eh bien, les familles ou les associations nous contactent pour pouvoir les acheter. Ces livres, après, sont vendus à peu près 30 €? Tout à fait, entre 30 et 50 € pour les bandes dessinées. Mais si vous les vendiez réellement à prix coûtant, ça vous coûterait très cher. Ce sont des ouvrages qu'on devrait vendre entre 200 et 300 € en réalité. Ce que vous ne faites pas, donc comment faites-vous? Quel est votre secret? Possible. Eh bien en fait notre scope a une originalité dans le sens où la partie solidaire et éthique est financée par une autre activité qui est un studio photo et de création de sites internet. En fait, j'ai fait de ma passion depuis toute petite mon métier puisque je peux faire de la photo tout en faisant cette partie aussi d'édition en grand caractère. D'accord. Vous travaillez évidemment sur la cible des malvoyants, des personnes malvoyantes. Oui. Est-ce que vous travaillez avec le corps médical? Oui, alors donc on travaille énormément avec des opticiens, des psychomotriciens pour pouvoir en fait tester nos ouvrages auprès des enfants et adultes malvoyants. Parce qu'il faut savoir qu'il existe en fait autant de façons de mal voir que de personnes malvoyantes. Et donc il faudrait pratiquement adapter et personnaliser l'ouvrage. Donc un même ouvrage pourrait être réadapté 100 ou 200 fois. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc ces tests-là et ce travail en équipe avec le corps médical nous permet en fait de trouver des moyens qui vont nous permettre de rendre accessible à une majorité de personnes malvoyantes nos ouvrages. D'accord. Vous êtes distribué sur le territoire grâce à Internet de toute manière? Vous êtes, tout à fait, Internet. Et puis sinon, nous allons nous-mêmes voir les libraires, les associations, puisque c'est vrai qu'au départ, on a fait nos ouvrages pour les enfants malvoyants, mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils servent aussi beaucoup pour les enfants dyslexiques, qui ont en fait des façons d'appréhender la lecture de la même façon que les enfants malvoyants.
ou tout simplement pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture. D'accord. Ça leur permet de prendre plaisir et ensuite de revenir à des ouvrages en caractère normal, puisque eux n'ont pas besoin d'avoir de gros caractères. Juste un point d'ailleurs, cette maison s'appelle Regard d'enfant. Oui. Et finalement, les petits et grands peuvent lire vos ouvrages. Oui, complètement. En fait, on a appelé cette scope Regard d'enfant tout simplement parce que pour nous, on voulait aussi signifier que nos ouvrages permettaient de garder un lien intergénérationnel, puisque nos ouvrages servent aux seniors malvoyants, mais qui veulent continuer à lire des histoires à leurs petits-enfants. D'accord. Ma dernière question est très simple aussi. Que représente ce prix pour vous, ce prix de la Fondation Crédit Coopératif ? Tout d'abord, le fait que notre activité est reconnue, qu'on y porte de l'intérêt, et donc de ce fait-là, que beaucoup de personnes vont apprendre de ce fait qu'il existe des ouvrages en grand caractère pour les enfants. Bon, il faut savoir qu'à notre connaissance, on est les seuls en France, et même à l'étranger. Et puis aussi, surtout, un soutien financier qui va pouvoir nous permettre de concrétiser de nouveaux projets d'édition. D'accord, et de poursuivre votre développement. Complètement. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Et je vous propose maintenant de découvrir le prix spécial du jury de la Fondation. C'est une association dont le dernier message public est « Enfermer nuit gravement à la santé ». A tout de suite, après la vidéo de présentation de ce projet, nous nous retrouvons avec les présidents de cette association étonnante, vous allez voir. Les actions de l'association se déclinent en 3 volets. Un premier qui concerne l'intervention en détention, donc le développement d'activités auprès des personnes détenues, soit scolaires, de soutien scolaire, soit culturelles ou sportives. Un deuxième volet qui est celui plus axé sur la réflexion autour du monde prison-justice. Et un troisième volet qui est d'interpeller le grand public sur les conditions carcérales en France et les politiques pénales menées plus généralement. Donc on a l'ambition de mener des activités plus basées sur les principes d'éducation populaire avec les personnes qu'on rencontre en détention et de manière concertée également. Peut-être pour donner quelques exemples, ça passe donc tout ce qui est soutien scolaire, aussi de l'aide, ce qui concerne l'alphabétisation de certaines personnes illettrées en détention, l'apprentissage ou l'aide à l'apprentissage des langues, et puis après diverses activités, par exemple jeux de société, revues de presse, ateliers d'écriture, ciné-débats. Globalement, l'objet social du GENEPI, c'est le décloisonnement des institutions carcérales. Ça passe par la circulation des savoirs, dans le cadre de l'action en détention qu'on mène, mais aussi dans le cadre de la sensibilisation, dans un objectif global de revoir la place de l'incarcération, de la prison, du sens de la peine au sein de la société. Donc la perspective ultime du GENEPI, je pense, ce serait de s'orienter sur une conception différente à la fois de la prison et des personnes qui s'y trouvent et qui en sortent. On est aussi beaucoup là pour rappeler que 80% des personnes qui sont en détention ont moins d'un niveau CAP et que la majorité sont des gens qui sont pauvres. Je pense que l'entrée dans une activité bénévole, etc., est motivée par une idée de solidarité à la base. Plus concrètement, au GENEPI, je pense qu'elle s'exprime par cette instauration d'un rapport d'égalité entre les personnes auprès de qui on intervient, qui sont dans un processus d'apprentissage, et nous-mêmes qui, à l'extérieur, sommes dans un processus d'apprentissage. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer des solidarités qui dépassent les murs entre catégories de personnes qui existent à la fois en détention et à l'extérieur de la détention. De retour sur le plateau, après ces quelques images, nous venons de voir les images qui présentent votre association. Donc Manon Vaudor, présidente de l'association GENEPI, et Martin Bégaud, trésorier de l'association GENEPI. Donc nous venons de voir tous ensemble les images. Vous êtes les représentants de la plus grande association étudiante de France. Et vous avez remporté le prix spécial du jury des trophées de l'initiative en économie sociale, donc de la Fondation Crédit Coopératif. Alors ma première question est assez simple. Le GENEPI a 35 ans. C'est en 1976, donc je disais que c'était Lionel Stoléru, conseiller technique à la présidence de la République, qui impulse la création de GENEPI.
Et l'idée d'alors était d'instaurer un lien entre les étudiants et les personnes incarcérées. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'évolution en 35 ans de cette association? C'est vraiment la racine en fait, de l'association et sur laquelle on n'est jamais revenu, qu'on a toujours revendiqué et qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est maintenir ce lien effectivement entre la société civile et les personnes incarcérées pour un temps et qui sait peut-être aussi, qui a évolué de plus en plus autour d'une réflexion sur le monde prison-justice et porté à la connaissance. C'est-à-dire que c'est pas non plus, c'est pas seulement créer un lien entre membres de l'association et personnes incarcérées, mais c'est aussi après plus largement entre la société civile, par l'information. C'est faire parler derrière aussi des personnes incarcérées et de vos actions que vous menez. Et ces actions que vous menez d'ailleurs, vous en menez tout au long de l'année, il se passe en permanence des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter un petit peu ce que vous faites tout au long de l'année? Alors, historiquement, on définit nos actions sur 3 piliers. Un pilier d'action en détention, donc plusieurs activités qui sont menées avec et auprès des personnes détenues. Des actions de sensibilisation du public, que ce soit scolaire ou d'un public un peu plus large, et tout un ensemble de réflexions, dont ce qu'on mène au niveau de la revue Passe-Muraille, sachant que il n'y a pas de frontière étanche entre ces 3 piliers. Voilà, chacun s'imbrique. Oui, voilà, tout est un peu interdépendant. Cette revue Passe-Muraille, d'ailleurs, donc c'est une revue régulière. Vous prenez des prises de position. Quel est le but de ces prises de position et est-ce qu'il y a un écho autour de celle-ci? Je ne sais pas qui veut, Martin? Effectivement, oui, c'est des revues bimestrielles. Les prises de position, à plusieurs égards, en fait, cherchent... disons, notre revue est assez connue auprès des professionnels du monde et du monde pénitentiaire et du monde de la justice. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a une certaine reconnaissance de nos pairs, entre guillemets, puisque à cette occasion, il y a beaucoup d'interviews de ces personnes-là. Ensuite, l'écho qu'il peut y avoir dans l'opinion publique est relativement faible, puisque c'est malheureusement un sujet qui est souvent... disons... On n'en parle pas beaucoup. Oui, voilà, on n'en parle pas beaucoup. Et puis quand on en parle publiquement, c'est souvent pour caricaturer la réalité. Donc nous, on essaie au plus près de décrypter cette réalité. C'est vrai qu'ensuite, on a souvent des échos favorables de la part d'universitaires ou de ces professionnels. Ensuite, il y a parfois, justement, dans nos prises de position, disons qui sont relativement tranchées, il y a parfois une petite appréhension de la part de nos partenaires, notamment de l'administration pénitentiaire, mais je pense qu'on a vraiment intérêt à les titiller de certaines manières. Et vous avez sans doute, c'est même certain, un vrai rôle à jouer pour la reconnaissance des personnes incarcérées et pour tisser ce lien justement entre la société civile. Pour que cette association fonctionne, vous reposez évidemment sur des bénévoles. Je crois que vous avez plus de 1100 bénévoles. Comment sont-ils recrutés? Et j'imagine que vous avez un besoin permanent. Comment les recrutez-vous? Alors, au niveau de l'engagement associatif, c'est la première chose qu'on demande, entre guillemets, et c'est vrai qu'on fait des recrutements, mais c'est simplement pour s'assurer de la disponibilité des personnes, parce que c'est un engagement qui est quand même, qui demande un certain investissement en plus de ses études. Après, c'est pas un engagement avec une récompense à la clé, que ce soit universitaire, que ce soit au niveau des stages. Oui. Donc c'est vraiment simplement la motivation, éventuellement la défense d'une cause, on va dire de manière intègre. Voilà, en termes de nombre. Ensuite, oui, techniquement, le recrutement, c'est vrai qu'il y a un fort besoin puisque c'est à peu près 60-70% disons, des effectifs qui se renouvellent chaque année. Donc ça nécessite chaque rentrée scolaire en fait d'organiser des réunions dans les universités, les écoles de l'enseignement supérieur. Et parfois même, ça nécessite vraiment disons, un parcours du combattant pour recréer des groupes dans des petites villes universitaires dont l'ensemble des bénévoles est parti. Oui, parce que c'est vraiment sur tout le territoire et c'est pas seulement localisé. Oui, on intervient dans 90 établissements pénitentiaires, donc à peu près autant de villes universitaires. Vous, par exemple, vous êtes étudiant?
On l'était. Vous l'étiez. Et maintenant, du coup, vous êtes à plein temps sur le développement de Genepi. C'est ça. On a un statut, enfin on est permanent pour un an au niveau du Genepi, Ouais. on est mandaté pour un an. Et le statut, c'est un statut de volontaire civique, plus exactement. D'accord. Donc voilà, entre le bénévolat et le salariat. Et sans rentrer forcément dans les détails, mais qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous investir dans Genepi? À titre personnel, moi, c'était vraiment certains projets que je voulais porter pour cette association et je considérais pouvoir le faire en me prenant une année à temps plein, entre guillemets, pour le Genepi. D'accord. Moi, personnellement, mon entrée dans l'association s'est fait un petit peu par intérêt justement pour ce sujet un peu lourd. Là ensuite, c'est vrai qu'effectivement, s'investir pendant un an, c'est comme le disait Manon, envie de porter, fort de nos expériences, envie de porter des projets et développer. Et quand on voit que ce projet est reconnu justement par la Fondation et reçoit le prix spécial du jury, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix? Déjà, c'est un univers, l'économie sociale en général, c'est un univers qu'on ne côtoie pas vraiment, nous, en tant qu'association, et que notre action soit reconnue par disons, l'ensemble de ce corps, ce corps de métier. C'est quand même une grande fierté. Ça a du poids. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, on a l'impression, on vivote un petit peu dans notre univers étudiant, on est en contact avec d'autres associations, et là, c'est un petit peu se confronter à quelque chose de plus structuré, disons, sur le plan économique, et c'est vraiment une grande fierté. C'est la reconnaissance, c'est un prix qui salue vraiment votre investissement et votre travail permanent. Je l'avais précisé dans un premier temps, mais je pense en plus de ça qu'on est reconnu vraiment pour ce qu'on fait et que cette reconnaissance n'est pas tronquée. Donc c'est vraiment agréable. Et puis aussi, c'est une reconnaissance du monde carcéral. Qui est ça permet par d'en parler. Partenaires, comme disait Martin. Et ça permet d'en parler au-delà de la caricature dont vous faisiez mention tout à l'heure. Merci beaucoup Manon, merci beaucoup Martin. Maintenant, je vous propose de découvrir la coopérative Green Bureau qui accompagne les entreprises dans leur démarche de recyclage, qui donne une deuxième vie, qui revalorise les déchets. Et nous nous retrouvons en compagnie de son gérant d'ici quelques instants, juste après ces quelques images. A tout de suite. L'activité de Green Bureau, en fait, repose sur les 3 piliers du développement durable. Donc, d'une part, on est sur une prestation de service au niveau économique qui répond aux besoins des entreprises, des administrations et des collectivités en ce qui concerne le tri sélectif. Donc, on va au sein de ces structures pour collecter essentiellement du papier, mais également du carton, du matériel informatique, des bouteilles, des palettes, du plastique, etc. Tous les déchets valorisables qu'ils peuvent avoir. D'un point de vue environnemental, tous ces déchets sont ensuite acheminés sur des filières de valorisation, de recyclage. Et d'un point de vue social, Green Bureau a une double casquette avec d'une part donc, un statut juridique en SCOP, en société coopérative, et d'autre part un agrément entreprise d'insertion avec l'État, partant du principe donc, que le tri sélectif permettait de créer 4 fois plus d'emplois que l'incinération ou la mise en décharge. Ces emplois pas ou peu qualifiés peuvent être pourvus par des personnes qui ont des difficultés d'accès à l'emploi pour pouvoir justement accéder à un emploi pérenne. En début d'année, on a répondu à un appel d'offres avec la communauté urbaine du Grand Toulouse. On a eu le marché, on a démarré donc en juin 2011 une prestation de collecte des cartons auprès des commerçants du centre-ville de Toulouse, ce qui nous a permis de créer donc 4 emplois directement et donc des emplois qui sont là aussi pourvus par des personnes qui avaient des difficultés d'accès à l'emploi. On a une double casquette, une mission économique qui est vis-à-vis des clients, donc la prestation de service, mais une mission à travers cette prestation de service, une mission d'insertion socio-professionnelle des salariés qui sont embauchés chez nous. Au niveau des contrats de travail, toutes les personnes sont salariées, il n'y a pas de salariés en insertion et les autres salariés, on a que des salariés de droit commun. Voilà, après, la solidarité, elle s'intègre alors à d'autres niveaux. Ça se traduit par des conditions de travail, par le salaire qui est plus élevé que le SMIC, par la mise en place d'une mutuelle, parce qu'on travaille avec des personnes qui ont des difficultés, notamment d'accès aux soins et de santé. Donc on a mis en place une mutuelle avec une prise en charge à 80%. On a un 13e mois, on a mis en place un 13e mois. On a donc la règle de répartition des bénéfices qui est propre au SCOP. Voilà, on essaye d'aller un peu
au-delà de la législation au niveau des conditions de travail que peuvent avoir les salariés donc, au sein de Green Bureau. De retour sur ce plateau, je suis en compagnie de Mathieu Poupon pour la société Green Bureau, la coopérative Green Bureau. Nous venons de voir le petit clip qui présente votre projet, votre coopérative. Alors je précise que Green Bureau, vous avez reçu la mention spéciale du jury des trophées d'initiative en économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. Petite question juste pour rentrer directement dans le sujet, d'où vous est venue cette idée de revaloriser les déchets, de valoriser les déchets? Parce que 100 tonnes par mois actuellement à Toulouse. À peu près, oui. 100 à 150 tonnes par mois actuellement. D'où ça vous est venu cette idée? Ça nous est venu, l'idée c'était d'abord de créer une entreprise d'insertion avec un support d'activité qui n'existait pas sur Toulouse. Et du coup on est allé voir un peu ce qui se faisait ailleurs en France, notamment à Rennes et à Montpellier, où il y a une autre entreprise d'insertion qui s'appelle La Feuille d'Érable et qui donc revalorisait les déchets essentiellement papier-carton. Et donc après on est revenu sur Toulouse et on a vu qu'il n'y avait pas d'entreprise d'insertion qui faisait ce métier-là. Et d'autre part, il y avait 20% des papiers de bureau qui étaient recyclés à ce jour. Donc un marché potentiel, la possibilité de créer des emplois et de les mettre en adéquation avec des démarches d'insertion socio-professionnelle. Et Green Bureau a démarré comme ça. Et vous avez choisi dès le départ le statut de coopérative de Tout à fait, oui. On a démarré d'abord l'étude de faisabilité, les premiers contrats par une coopérative d'activité, la Maison de l'Initiative à Toulouse. Et à partir du moment où on a vu que l'activité pouvait être viable et qu'on avait notre agrément entreprise d'insertion, on a en janvier 2008, créé la SCOP. D'accord. Quand vous vous êtes créé, j'imagine que vous avez donc été accueilli sur un marché qui est sans doute un marché particulier avec peu d'acteurs. Comment les concurrents ont pris votre arrivée? Alors très peu d'acteurs et la particularité c'est que ces acteurs-là sont des gros groupes industriels, essentiellement, des très gros groupes industriels. Bon, on s'est placé un peu comme complémentaire par rapport à ces groupes et non pas concurrents. On ne peut pas les concurrencer ces grands groupes sur leur terrain et donc on est plutôt complémentaires. On fait plutôt les entreprises de taille petite et moyenne avec des gisements qui sont diffus mais que les gros groupes n'iraient pas récupérer. Donc ça nous permettait d'avoir une niche et de créer ces emplois sur des sites ou avec des clients qui nécessitaient énormément de manutention. Voilà. Ouais. Et dès le début, vous avez eu des clients assez rapidement Assez rapidement, parce qu'il y a une demande quand même à partir du moment où il y a 20% des papiers qui sont récupérés pour être recyclés, donc il y en a 80% sur Toulouse en tout cas qui finissent sur l'incinération, donc il y avait une demande. Alors après on a été progressivement, mais on est sur une formule de prestation de services essentiellement via des abonnements, donc des prestations régulières. Et du coup les clients qu'on a eu au début sont encore là aujourd'hui. On sent beaucoup de projets qui peuvent venir après. Oui. Quels sont les prochains paliers, les prochaines étapes? La prochaine étape à court terme, c'est le déménagement, parce qu'il faut qu'on ait un local plus important, qu'on puisse s'établir sur 800-900 mètres carrés pour stocker davantage de déchets et pour pouvoir optimiser les filières de valorisation. C'est-à-dire qu'on cherche systématiquement à avoir des filières qui soient implantées localement, si possible. Et du coup, pour ça, il nous faut du stockage et de la place. Donc à court terme, c'est ça. À moyen terme, c'est la valorisation directement de notre papier et du coup l'achat d'une presse, d'une grosse presse à balles qui nous permettrait de conditionner le papier, donc de créer d'autres emplois aussi par cet intermédiaire. Et de rester dans la région de Toulouse ou petit à petit Alors, sur Toulouse, on a encore beaucoup de boulot, de développement, on a des perspectives qui sont assez importantes. L'idée, c'est aussi, alors là aussi peut-être à moyen terme, mais de créer des antennes si possible sur la région Midi-Pyrénées, sur les villes d'Albi, Rodez, etc. Et de s'étendre un peu à ce niveau-là, mais par le biais d'antennes qui seraient implantées aussi localement. D'accord. Toute dernière question, que représente pour vous ce prix, cette reconnaissance de la Fondation Crédit Coopératif? Deux choses. D'abord en interne, c'est quand même important de valoriser le travail. Enfin, c'est une sorte de reconnaissance du travail qui est réalisé par l'équipe, mais par l'équipe, par les salariés qui sont en CDI ou en CDD, associés ou non à la SCOP. Donc c'est une sorte de reconnaissance. Par rapport à l'extérieur, c'est important parce qu'on vend une prestation de service, et on vend une prestation de service si possible, de qualité. Mais là, c'est la reconnaissance de la globalité du projet, et y compris le volet social. D'accord, oui, c'est vraiment un coup de projecteur sur ce volet-là, c'est parce qu'on ne vend pas ce volet social à l'insertion ou le côté scope, c'est parce qu'on vend au niveau de la prestation. Et là, c'est une reconnaissance globale du projet, et ce volet social fait partie intégrante du projet. Vous êtes combien au sein de Green Bureau actuellement? On est 11 actuellement, 11 salariés.
Et dans quelques mois Alors, on était 7 il y a quelques mois, donc on a quand même embauché 4 personnes là en juin, donc il y a quand même une croissance importante cette année. Ouais. Après, il y a un recrutement qui est prévu d'ici la fin de l'année et on espère grossir comme ça petit à petit. Merci beaucoup Mathieu Poupon. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Cette émission spéciale touche bientôt à sa fin et nous allons parler à nouveau des coopératives puisque 2012 est l'année internationale des coopératives. Nous allons en parler avec Jean-Louis Bancel juste après ça. Cette émission touche donc à sa fin. Nous avons pu prendre le temps de dialoguer avec chacun des intervenants et chacun des lauréats. Nous avons découvert tous ces projets récompensés par la Fondation Crédit Coopératif. Tout cela, de mon point de vue, est vraiment très stimulant, très galvanisant. Et cela nous a donné un certain nombre de pistes également pour aborder 2012. Avant de nous quitter, donc j'aimerais avec vous, Monsieur Bancel, parler de 2012 justement, oui, qui sera une année, au-delà d'être une année très riche en événements électoraux notamment, sera l'année internationale des coopératives. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre-là, justement? Alors, c'est très prochainement, oui, puisque en fait c'est le 1er novembre que le secrétaire général de l'ONU, et j'aurai le plaisir d'ailleurs d'y être au siège de l'ONU à New York, va lancer l'année internationale des coopératives. Alors le thème qu'a retenu l'ONU pour cette année internationale, pour mettre en valeur cette forme d'entreprise, c'est des entreprises qui fabriquent un monde meilleur. Bon. Et donc c'est un point important. Donc, dans la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, les coopératives sont mises en valeur pour contribuer à donner de l'emploi, bien sûr, à permettre de sortir les gens de la pauvreté. Et en fait, soyons tout simples, ça rejoint tout ce qu'on disait au début de cette émission, ouais, ce sont des outils d'émancipation, d'autonomie. Ce sont des outils démocratiques, c'est un point bien sûr important, où chacun participe à égale capacité. Sur le principe, une personne, une voix. Et donc, ça veut dire un certain nombre de choses. D'abord, c'est de donner de la visibilité au mouvement coopératif. Alors, je ne vous cache pas que je suis membre du conseil d'administration de l'Alliance coopérative internationale, donc c'est à ce titre que je vais à l'ONU. Ouais. Je vais faire en sorte que nous profitions du sommet du G20 à Cannes pour que nous puissions faire parler des coopératives, parce que je pense que c'est très important que les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent sous présidence française à Cannes, alors qu'on nous dit on ne peut plus continuer avec tout ce qui est en train de se passer, reconnaissent eux-mêmes la contribution. Les coopératives ne feront pas tout, mais la contribution que les coopératives peuvent apporter à remettre le monde en état de marche normal, disons. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Pour nous, Crédit Coopératif, ça va être l'occasion, bien évidemment, d'insister sur notre dimension coopérative, mais aussi pour faire voir que nous ne sommes pas tout seuls. Ouais. Le grand risque, me semble-t-il, quand on est des coopérateurs qui essayent de faire bien le travail, etc., c'est que parfois on oublie. Enfin, on pense qu'on est les seuls, ou qu'on est au moins les meilleurs. Isolé, voilà. Non, pas seul, mais parfois le risque de se considérer comme les meilleurs. Ouais. Alors, c'est bien d'avoir confiance en soi, de considérer ce qu'on fait est bien, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres. D'abord, on a la chance dans ce pays d'avoir beaucoup de coopératives. La France est un grand pays coopératif, dans beaucoup de domaines, pas dans tous les domaines. Une histoire importante. Mais on va essayer de montrer que, par exemple, à travers l'outil coopératif, il se passe de nouvelles choses dans d'autres pays, qu'il faut peut-être importer les idées, pas forcément les manières de faire. Vous voyez, nos amis anglais, l'Alliance coopérative est présidée par une Anglaise, Pauline Green, qui vient du mouvement des coopératives de consommateurs anglaises. Ils sont en train, après les périodes de thatchérisme, de démutualisation, ils ont une grande renaissance coopérative. Et ils nous font des idées superbes sur lesquelles il faut aller voir, qui s'appellent, par exemple, les coopératives de services publics locaux. Ils créent même des écoles à statut coopératif, c'est-à-dire qu'ils réunissent les parents d'élèves. Ils poussent le modèle vraiment très loin. Pour nous, c'est un peu interpellant, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a l'échelon européen qu'il faut utiliser. Michel Barnier, donc, qui était venu, ne l'a pas tellement développé ce matin, mais il a lancé une consultation qui va bientôt se terminer sur comment développer en Europe ce
ce qu'il appelle l'entrepreneuriat social. Alors, il faut le prendre pas au sens américain du terme, hein, dans le sens européen, c'est-à-dire en particulier dans la dimension mutualiste, coopérative, associative. Il faut faire avancer, il faut profiter de cela pour faire avancer nos idées, nos projets. Et puis, bien évidemment, il y a au moins un dernier point que je citerai, c'est que nous profiterons de cette année de 2012 pour que la 32e rencontre du Crédit Coopératif soit pas une rencontre seulement nationale, mais une rencontre internationale pour amener des exemples, pas simplement du monde bancaire, mais enfin on verra, amener le monde auprès des partenaires, des clients, des sociétaires du Crédit Coopératif, pour qu'ils découvrent que nous ne sommes pas tout seuls. J'ai beaucoup aimé une phrase qu'a utilisée Christian Sauter à propos de notre initiative sur la contribution volontaire des transactions de change. Il nous a qualifiés de petits poussets de la finance. Bon, c'est une belle image, je trouve. Voilà, non, voilà. Et puis le petit pousset, il fait plein de choses bien. Ben, voilà. Et ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on fasse comprendre que la force du Crédit Coopératif, ce petit poussé de la finance en France, il est capable de réunir des tas de gens en France, mais même venant du monde entier, pour faire partager nos valeurs et nos idées coopératives. Et donc, le 4 octobre 2012, ça sera un grand plaisir. Et ça sera à la Mutualité. À la Maison de la Mutualité. C'est un premier scoop. Oui, parce qu'elle est en plein travaux et elle sera finie et elle sera toute neuve. Et donc, on aura grand plaisir à inviter tout le monde à la Maison de la Mutualité à Maubert, Mutualité, pour participer à notre 32e rencontre, le 4 octobre 2012, une rencontre internationale. J'avais décidé de vous laisser le mot de la fin de cette émission. Vous l'avez quasiment abordé en parlant déjà de la 32e rencontre, mais je vous laisse quand même le mot de la fin de cette émission spéciale, puisqu'elle s'est voulue comme un des prolongements de cette rencontre nationale, de cette 31e rencontre nationale. Eh ben, moi, mon mot de la fin, il sera simple. Il va essayer de faire la jonction entre 2011 et 2012. Hein. C'est de dire, la fin de l'année 2010, le début de l'année 2011 a commencé sur le verbe s'indigner. Je pense que cette fin d'année 2011 qui nous introduit sur 2012, ça a été, les mots qu'on commence à voir apparaître, c'est espérer, voire mieux, et ça j'y tiens, c'était le premier verbe du thème de la rencontre de ce matin, s'engager. S'engager. Je pense que nous avons la chance d'être dans un pays où chacun d'entre nous peut à sa façon s'engager. S'engager, deuxième chose, coopérer. Et c'est comme ça que les uns et les autres, nous ferons bouger notre monde. Voilà. Et c'est un message extraordinaire en vue de cette année 2012 où justement nous pourrons réellement nous engager à tous les niveaux. Merci Éloi. Merci Monsieur Bancel. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux à poser des questions. Aujourd'hui, comme depuis 3 semaines, sur le site du Crédit Coopératif et sur les médias sociaux. Le débat n'est pas terminé, il se poursuit sur les médias sociaux, il se poursuit sur le site du Crédit Coopératif, il se poursuit également avec MyCoop. Et vous pourrez retrouver cette émission en ligne dès demain dans son intégralité. Cette émission a été préparée avec les équipes du groupe Crédit Coopératif. Merci à toutes. Merci aux équipes de Un Air de Chat, JD Carré et Triple C. Et je serai complet en parlant de Covenweb également. À bientôt. Merci. Merci.